Bonsoir à tous et bienvenue. 6 jeunes du quartier Médinatoul de Diourbel devant le procureur sous peu. Ils ont été arrêtés lors des affrontements entre les populations et les forces de l'ordre. Ils se sont opposés au prélèvement des membres d'une famille infectée. Hausse du nombre de décès liés à la Covid-19, une tendance qui s'explique par l'augmentation du nombre de cas positifs et de cas graves en réanimation. À cela s'ajoute le retard dans le dépistage. Selon le directeur de l'hôpital de Fann, le Sénégal est à 76 décès, 5475 cas déclarés, 1682 sous traitement. Dans ce contexte donc que les cours vont reprendre le 25 juin prochain pour les élèves en classe d'examen. La reprise est-elle sécurisée? Les acteurs se prononcent dans ce 18h déminage en Casamance après la mort de 3 militaires tués récemment dans l'explosion d'une mine anti-char. Le Centre national anti-mine du Sénégal évalue sur 3 millions de mètres carrés. Il a déjà déminé 1,9 million mètres carrés. Info éco complète ce journal mis en onde par Hassan Diouf. Ndeye Khady Diop. Bonsoir à tous. 6 jeunes du quartier Médinatoul de Diourbel seront présentés au procureur. Ils ont été arrêtés lors des échauffourées entre population et forces de l'ordre. L'une des familles ayant enregistré un décès lié à la Covid-19 a refusé d'être prélevé. Correspondance à Damandjaï. 6 jeunes ont été interpellés par la police de Diourbel. Ils seront présentés au procureur de la République près du tribunal régional de Diourbel. Ces jeunes du quartier Médinatoul de Diourbel s'opposaient au prélèvement des membres de la famille de Bassirou Cissé, défunt de la Covid-19. Ses proches parents continuent de refuter le diagnostic de la Covid-19. Ainsi, il y a eu des échauffourées entre jeunes et forces de l'ordre. Cette famille continue de refuser le prélèvement de ses membres. À ce rythme où vont les choses, une contamination à grande échelle risque de se produire à Diourbel. Un cas contact non encore confirmé a été identifié à Ndondol. Il s'agit d'un marabout qui a reçu une personne testée positive au niveau de Tchadjaï. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, le nombre de décès augmente, le nombre de décès liés au coronavirus, une situation qui s'explique par l'augmentation du nombre de cas positifs et de cas graves en réanimation. Aussi, les patients viennent tardivement à l'hôpital pour être pris en charge de manière précoce, selon le directeur de l'hôpital de Fann, le docteur Chertakou Diop, avec Radissel. Quand le nombre de cas augmente, il est évident que le nombre de cas graves qui est son corollaire augmentera également. Et quand on a un nombre de cas graves qui augmente, on a des décès qui vont avec. La particularité pendant cette période-là, c'est que nous recevons souvent des patients qui arrivent décédés ou qui décèdent juste après l'admission. Ça veut dire que c'est des patients qui ont décidé de rester peut-être chez eux pour une raison connue ou méconnue et qui nous arrivent dans des situations souvent dramatiques. On n'a pas la possibilité de faire grand-chose. Donc il est également important que quand on ne se sent pas bien, qu'on puisse assez rapidement recourir aux soins, qu'on aille dans les structures de santé et qu'on soit pris en charge tôt. Parce que ceux qui sont pris en charge, même s'ils ont des comorbidités, s'ils ont d'autres pathologies associées, on arrive quand même à les prendre en charge correctement. Un hypertendu qui est équilibré, on peut considérer qu'il n'a pas grand-chose. Et donc celui-là, même s'il a Covid et qu'il consulte tôt, il est hospitalisé tôt et pris en charge tôt, ne décédera certainement pas. Par contre, quand vous avez la pathologie et vous décidez de vous-même de rester chez vous, il est clair que vous développez un cas grave et en ce moment, vous rattrapez est bien plus difficile que de rattraper quelqu'un qui a consulté tôt ou qui était déjà équilibré. 3 nouveaux décès enregistrés ce jeudi, soit au total 76 morts depuis le début de l'épidémie. 5475 cas sont diagnostiqués positifs dans le pays. 1682 sont encore sous traitement. Le point du jour avec le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloyse Waly Diouf. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques. Sur 1406 tests réalisés, 106 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,53%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 93 cas contacts suivis par nos services, 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Touba 4, Rufisque 2,
Mbao 1, Guédiawaye 1, Liberté 6 1, Grand Yoff 1, Yerakh 1, Cambérène 1 et enfin Kaolack 1. 110 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures de santé ce mercredi 17 juin 2020. À ce jour, 5475 cas ont été déclarés positifs, dont 3716 guéris, 76 décédés et donc 1682 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Après la reprise annoncée et des cours prévus le 25 juin prochain, le gouvernement fixe également de nouvelles dates pour les examens, le 20 août pour l'entrée en 6e et le CFE, 14 septembre pour le BFM, le baccalauréat général. Le 2 septembre, le calendrier scolaire sera réaménagé par décret. La nouvelle année scolaire 2020-2021 va débuter donc dans la première semaine du mois de novembre. Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale. Les ministères concernés ont pris les dispositions nécessaires pour reprendre les enseignements et apprentissages le 25 juin 2020. Terminale, 3e, CM2, les classes d'examen professionnels, en plus des élèves maîtres. Les examens sont prévus à partir du 20 août 2020. Pour le calendrier des examens, CFE est entré en 6e à partir du 20 août 2020. Pour le BFM, à partir du 14 septembre 2020. Les sessions de remplacement sont prévues à partir du 15 octobre. Pour le baccalauréat, l'anticipé de philo se déroulera le 12 août 2020. Le baccalauréat technique à partir du 31 août 2020 et le bac général à partir du 2 septembre 2020. Session de remplacement à partir du 12 octobre 2020. Pour l'ensemble des examens professionnels, CAP, BEP, BT, BTS, à partir du 3 août jusqu'au 30 septembre. Le calendrier scolaire sera donc réaménagé par décret pour intégrer la période d'examen prévue durant tout le mois de septembre et la nouvelle année scolaire 2020-2021 débutera alors dans la première semaine du mois de novembre 2020. Pour garantir le déroulement des enseignements et apprentissages dans des conditions optimales, il nous faut relever ensemble de nouveaux défis, dont la prise en charge sanitaire et l'appui psychosocial nécessaire des enseignants et élèves en cas de contamination. Deuxièmement, la prise en compte des risques d'inondation en cette période hivernale corrélée à l'existence d'abris provisoires dans certaines localités. 3. L'adaptation des contenus pédagogiques et des modalités d'organisation des examens et des concours. Et enfin, la continuité pédagogique pour les classes intermédiaires. Pour tous ces points évoqués ci-dessus, des propositions sont faites dans la note d'orientation additive finalisée qui sera mise à disposition des autorités administratives et académiques dès aujourd'hui. Pour les classes intermédiaires, donc, les modalités de passage en classe supérieure seront définies par le sous-comité pédagogique. Les propositions de passage seront faites avant le 31 juillet. À Thiès, parents d'élèves et acteurs ont des craintes. Le dispositif n'est pas au complet. Les mesures barrières sont loin d'être respectées. Correspondance Babacar Ndao. À Thiès, l'annonce de la nouvelle reprise des enseignements-apprentissages le 25 juin prochain installe des craintes chez les parents. Pour le président de la coordination régionale des parents d'élèves affiliés à l'UNAPES, sa seule préoccupation reste le respect du protocole sanitaire. Massar Talla Diop. Les cours vont reprendre le 25. Ok, nous sommes d'accord. Mais est-ce que les mesures barrières seront respectées? Est-ce que les écoles seront encore désinfectées? Est-ce qu'il y aura assez de thermoflash? Est-ce qu'il y aura possibilité
de garder la distanciation sociale. Tout ça, c'est des problèmes qu'il faut revoir avant le 25. Puisque lors de la première décision de reprendre les cours, toutes les écoles n'avaient pas reçu le matériel qu'il fallait pour reprendre les cours. Nous, parents d'élèves, nous nous soucions de la santé de nos enfants. Nous voyons que la maladie progresse à pas de géant dans le pays. Les morts s'accumulent de jour en jour. Donc, la maladie est toujours là. Donc, il nous faudrait prendre toutes les dispositions afin de préserver nos enfants de cette maladie. Le médiateur Modou Thiam, lui, se veut pessimiste quant au nouvel échec de la reprise pour les raisons suivantes. Ouvrir le 25, quelques semaines après, on sera obligé d'aller faire la tabac. Ça, c'est des perturbations. Il faut être visionnaire. C'est pourquoi je vais préconiser d'amener la reprise jusqu'au mois de septembre. Là, il n'y aura aucune perturbation. Autre chose, entre-temps, préparer les établissements pour qu'ils puissent également répondre aux normes sanitaires édictées dans le protocole sanitaire. Si nous y ajoutons tout simplement les pénuries d'eau, notez ça et là, vous conviendrez avec moi qu'il sera très difficile d'organiser des reprises pour le 25. Aujourd'hui, les populations vivent des calvaires par rapport au manque d'eau. Donc, pour moi, c'est toujours précipité et ça risque d'avoir d'autres avortements. À Thiès n'a reçu que 3,3 mm le week-end dernier. Le maire de la ville a réceptionné sa commande de 250 000 masques, ajoutée aux 50 000 du conseil départemental confectionné par les tailleurs de Thiès. Est-ce suffisant pour respecter le protocole sanitaire pour assurer une bonne reprise le 25 juin prochain? Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. À Kolda, pas d'inquiétude majeure pour le 25 juin. Toutes les écoles sont déjà désinfectées. Pour celles qui abritent des sinistrés, des solutions seront trouvées, a dit Oumar Aou, président du collectif des chefs d'établissement scolaire de la région de Kolda, avec Mame Diarra Da Silva. L'état des lieux, je ne pense pas qu'il y ait de problème, en tout cas sur le plan infrastructurel. Comme le 2 déjà, les écoles ont été désinfectées, donc les professeurs étaient là. N'eût été la renonciation de l'État, on aurait pu effectivement démarrer au niveau de Kolda. Puisque, quoi qu'on dise, il y a eu quand même un rush du côté des enseignants, mais aussi du côté des élèves. Les gens étaient prêts vraiment à reprendre. Alors maintenant, sur le plan des kits sanitaires et autres, on a reçu un lot qui nous permettait effectivement de démarrer, tout en espérant avoir une rallonge, n'est-ce pas, pour continuer. Donc aujourd'hui, dans la région, puisque je viens de décrocher avec certains collègues de l'intérieur, notamment de Vélingara, n'est-ce pas, les conditions, n'est-ce pas, ne sont pas alarmantes. On peut effectivement démarrer. Alors, monsieur Aou, il y a certaines écoles où il y a des sinistrés, comme à Saringay. Comment ça va se passer pour la reprise le 25? Oui, vous savez que à ce niveau, il est rare d'avoir une école totalement en abri provisoire. Ça existe, d'accord. Mais là où ça existe aussi, il y a une école élémentaire où les gens peuvent trouver effectivement des solutions internes pour sauver la situation. Par exemple, les problèmes ont été posés une fois en Réunion. Il y a des écoles qu'on connaît qui sont en abri provisoire. Mais effectivement, l'autorité nous a dit, à côté, il y a l'école élémentaire qui généralement n'a qu'une seule classe de 3e et de CM2. Donc, on peut effectivement, en rapport avec les directeurs d'école, voir comment effectivement gérer cette situation-là. La coalition des organisations pour la défense de l'éducation publique alerte, la COSYDEP demande à l'État de tirer les leçons de la reprise avortée du 2 juin dernier et de prendre en compte la problématique de l'hivernage. L'adhésion de tous les acteurs est souhaitée pour une bonne reprise, précise la COSYDEP. Cheikh Mbaw, le directeur exécutif, avec Mame Diarra Da Silva. Nous sommes à une semaine de cette date. Il faut dire qu'après la reprise avortée du 2 juin, nous avions été effectivement consultés par le ministre de l'Éducation nationale et nous avions insisté sur des aspects à prendre en compte avant tout autre scénario. Il s'agissait selon nous d'établir d'abord un bilan exhaustif de tout le processus antérieur en termes de mise à disposition des matériels de protection, d'environnement qui devrait être mis à assaini et de tirer les leçons aussi. Nous pensions aussi en deux qu'il fallait faire preuve à la fois de détermination et de réalisme. Détermination à poursuivre la mise en œuvre du protocole sanitaire, mais réalisme aussi pour considérer que l'état du réseau scolaire constitue une difficulté objective de par la vétusté des infrastructures, l'inaccessibilité aussi de plusieurs localités. Et donc c'est des conditions qu'aucun scénario ne devrait ignorer. Nous pensions aussi qu'il fallait accorder une attention à l'inclusion face aux spécificités des zones et aux élèves des classes intermédiaires. À présent, nous reconnaissons évidemment que les décisions relatives au cadrage scolaire reviennent au gouvernement. En tant qu'organisation de la société civile, nous pensons avoir suffisamment alerté et proposé. Et à présent, nous sommes prêts évidemment à accompagner le secteur autant que faire se peut. Donc au total, nous considérons encore une fois qu'il nous faudrait nous acheminer, si nous voulons réussir tout scénario, à faire en sorte qu'il y ait une adhésion totale de tous les acteurs. Aujourd'hui, la question sanitaire qui avait été
fortement posée. Suite évidemment à tout ce dispositif d'allègement des mesures, nous considérons qu'il y a une nouvelle condition qui s'impose à nous, qui est la problématique de l'hivernage. Et espérons que certainement le gouvernement devrait travailler à avoir des réponses appropriées. L'impact du coronavirus est réel pour les commerçants installés aux alentours de l'hôpital de Fann. L'établissement abrite un centre de traitement de la maladie, ce qui a poussé beaucoup de personnes à fuir les lieux à cause de la faible fréquentation de la structure par les patients. Les commerçants ont été obligés de fermer les boutiques à Fatou Bari. À l'entrée du centre hospitalier national universitaire de Fann, c'est le défilé habituel des patients et accompagnants à pied ou en voiture. Des entrées minutieusement contrôlées alors que dans le sens inverse, les sorties le sont moins. Cette dame vient de sortir de son rendez-vous médical et son premier réflexe est de se trouver à manger. Son unique refuge est la tente de ce vendeur ambulant de café avec seulement un parapluie pour se protéger des rayons solaires. Au menu pour le petit déjeuner, cette dame va juste se contenter d'une tasse de café et de bonbons. Un luxe puisque c'est l'un des rares commerces encore ouverts. Quasiment toutes les boutiques installées à l'entrée ou aux environs de l'hôpital ont aujourd'hui baissé rideau, ce qui s'explique par la peur du coronavirus, nous dit le vendeur de café. Là, on n'a plus beaucoup de clients puisque les gens fuient l'hôpital par peur du coronavirus. En fait, l'hôpital Fann dispose en son sein d'un centre de traitement Covid-19. C'est d'ailleurs là où ont été internés les premiers malades Covid. Mais 3 mois après l'apparition du coronavirus dans le pays, le calvaire se poursuit pour ces taximans qui eux aussi guettent désespérément l'arrivée de clients. Parce que les clients se font rares, voire très rares, ces chauffeurs de taxi ont garé leur véhicule en file indienne et profitent de leur temps libre devenu trop long pour se lamenter sur leur sort. C'est très difficile pour nous, mais on gère avec. La crainte du coronavirus aurait poussé beaucoup de gens à cesser de fréquenter les établissements hospitaliers, aux grandes dames des tenants de petits commerces installés dans les environs de ces établissements qui ont pour beaucoup décidé de fermer boutique parce que ne faisant plus de bonnes affaires. L'ASBEF placé sous administration provisoire pour un an, satisfaction totale pour les volontaires de l'association sénégalaise pour le bien-être familial, des volontaires donc qui ont mené un bras de fer avec la directrice Mariam Makeba Mingou, à d'appui, membre volontaire de l'ASBEF avec Hapsa Elimalwan. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui sont mobilisés avec nous, les membres du comité de gestion, et qui ont cru à la justesse de nos combats pour essayer de mettre fin à la situation qui prévalait au niveau de l'ASBEF. Parce que ça fait maintenant presque un an que l'ASBEF traverse une crise institutionnelle liée au fait qu'il y avait une présidente, Adjara Khadinda aussi, qui avait été élue frauduleusement avec la complicité de la directrice exécutive, à savoir Madame Myriam Makeba Mingou. Donc, après un an pratiquement de bataille judiciaire, donc la justice avait déjà inculpé les personnes indiquées et ensuite le juge a rendu son verdict hier pour placer l'ASBEF sous administration provisoire sur une période d'1 an. Je pense qu'en mettant fin à cette situation un peu délicate, surtout pour la santé de la mère et de l'enfant, vous comprenez la satisfaction que nous pouvons avoir aujourd'hui, qu'enfin justice soit rendue dans le sens de ce que nous souhaitons faire, c'est-à-dire rétablir l'autorité de l'ASBEF et son ancrage vraiment au profit des populations. Encore une fois, l'ASBEF qui est une vieille organisation constitue aujourd'hui un patrimoine qui participe dans une certaine mesure à la politique de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. C'est dans ce sens que nous pensons aujourd'hui, donc la bataille qui devait être menée a été menée sur des bases légales et de ce point de vue, que la justice soit rendue, pour nous, c'est un sentiment de satisfaction personnelle. Mais ce que nous avons pu constater par ailleurs, c'est que malgré la décision de la justice, la dame Myriam Makeba Mingou continue à défier. C'est-à-dire au jour où je vous parle là, Madame Myriam Mingou est toujours installée dans son bureau. Donc, en plaçant également des nervis au niveau de l'ASBEF pour empêcher l'exécution de la décision de justice.
Lancement de l'initiative Tamou Sénégal à Saint-Louis. Les artisans du village artisanal apprécient mais restent sur leur garde. Les précédentes initiatives n'ont jamais abouti. Correspondance Yves Tendeng. Les réactions sont nombreuses et variées chez les acteurs du tourisme ici à Saint-Louis en ce qui concerne la nouvelle initiative mise en place par le gouvernement et qui consiste à promouvoir les 10 secteurs dans le pays. Pour la présidente de l'association pour la promotion de l'artisanat d'art de Saint-Louis, basée au niveau du village artisanal, cette initiative dénommée Tamou Sénégal arrive à point nommé. Aminata Diop Sakho. C'est quelque chose qu'il devait faire depuis belle lurette. En tant que gouvernement, en tant qu'État, devait prendre cette initiative depuis belle lurette. Ça arrive à son heure. On salue vraiment cette idée. À ce que j'ai compris, c'est pour vendre la plateforme Sénégal. Donc, là, ils ne seront pas dessus parce que là, la bravoure y est. On va vendre et la culture. On va montrer notre culture. On va montrer la bravoure de nos braves artisans. Ils ne seront pas dessus. À travers des chefs-d'œuvre, on pourra lire beaucoup de choses à travers nos chefs-d'œuvre. Ils pourront de loin lire beaucoup de choses. Mais pour Abdoulaye Wade du syndicat d'initiative de Saint-Louis, par ailleurs guide ami du patrimoine, cette initiative Tamou Sénégal n'est que théorie. C'est pas quelque chose de nouveau, cette initiative. On l'avait dit théoriquement il y a quelques années pour faire sortir les Sénégalais de leur domicile et qu'ils aillent vers les hôtels, vers les sites touristiques, pour pouvoir avoir une idée de culture de tourisme. Mais ça ne peut pas marcher si l'on sait que les hôteliers n'acceptent pas de réduire les nuitées pour des Sénégalais qui le plus souvent font des marchandages de prix. Ensuite, depuis 5 ans, on a augmenté les entrées dans les parcs et on sait que dans les parcs pratiquement il n'y a rien. Et l'homme de proposer aujourd'hui ces solutions pour le développement de son secteur, qui est le tourisme. Il faut revoir ces taxes, ces impôts à la baisse, et puis essayer de réanimer les sites d'accueil. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Déminage dans le sud du pays, le Centre national anti-mine du Sénégal regrette la mort de 3 soldats tués tout récemment dans l'explosion d'une mine anti-char et évalue les acquis. Le centre a déjà déminé une superficie de 1 900 000 m² sur une superficie de plus de 3 millions de mètres carrés ciblés. Selon son coordonnateur, les opérations vont se poursuivre pour faciliter le retour des populations. Colonel Baham Thiam, coordonnateur du Centre national anti-mine du Sénégal, s'entretient avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous, notre souhait, c'était de ne plus voir d'accidents par mine, n'est-ce pas? On a déjà eu des acquis, c'est certain, sur plus de 3 millions de mètres carrés qu'on avait ciblés. Le 1 900 000 est déjà fait. Donc, l'accident a eu lieu malheureusement dans les zones que nous n'avons pas encore visitées. Alors, donc, nous regrettons cet accident, mais ça arrivera tant que des zones seront suspectées minées. Ça arrivera tant que pas arriver sur place pour nettoyer et restituer les terres aux populations. Aujourd'hui, avec le retour des populations, n'est-il pas urgent de déminer toutes les zones infestées? Oui, c'est ça notre ambition, d'aller en précurseur, de nettoyer toutes ces zones-là avant même l'arrivée des populations. Alors, mais vous imaginez, les populations sont pressées de rentrer au bercail. Ils ont quitté leur terroir depuis plus de 3 décennies pour certains. Et il y a des terres cultivables qu'ils ont abandonnées, tout ça. Il y a les fermes, les vergers, tout ça, la maison qu'ils ont abandonnée. Aujourd'hui, avec cette dynamique de paix, tout le monde est enclin à y aller comme ça. Mais notre souhait, nous, c'était de pouvoir les précéder à là, nettoyer tout ça, s'assurer que les mines, les restes explosifs de guerre ont été bien nettoyés. Et puis, voilà, restituer ces terres-là qu'on a traitées à ces populations. Après quoi seulement avoir le retour. Mais la tendance est un peu inversée là. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé, la brigade régionale des stupéfiants de Thiès de Locretis a opéré une importante saisie de billets noirs. Il s'agit d'un réseau de faux monnayage et de trafic de véhicules volés. Cette opération a permis d'interpeller 2 individus, mais aussi de saisir 21 080 000 francs CFA, un véhicule de marque Range Rover déclaré volé et un arsenal de matériel de fabrication de faux châssis et de véhicules. Les personnes interpellées donc sont en garde à vue. Les billets noirs consignés
aux fins de céder et le véhicule immobilisé pour les besoins de l'enquête. Tout de suite, Info Éco avec Rapsa et Emmanuel. Bonjour et bienvenue. Un nouveau rapport de la Commission économique pour l'Afrique propose la planification et la gestion urbaine en tant que priorité clé pour les stratégies de relance et de reconstruction vers la résilience à long terme. Selon l'APS, cette recommandation fait partie de 5 autres qui visent à répondre aux défis du Covid-19 dans le continent au niveau urbain. Ce rapport, élaboré par ONU Habitat, le Fonds d'équipement des Nations Unies pour le développement, cités et gouvernements locaux unis d'Afrique et la Banque africaine de développement, entre autres, plaide pour le soutien des PME et l'économie informelle et recommande l'approfondissement des réponses décentralisées face au Covid-19. Ceci grâce au renforcement des capacités des collectivités locales. L'inquiétude enfle chez les producteurs de mangue de la région après les vents violents enregistrés. Toute la production de mangue est par terre, se désole le président du conseil régional de concertation des ruraux de Ziguinchor, Aziz Badji. Il parle de catastrophe économique et sollicite un soutien de l'État. Aziz Badji s'en explique au micro de Ignace Ndeye. Ce vent-là a causé non seulement des dégâts sur l'habitat des populations, mais sur le côté agricole. C'est que les dégâts que la mouche de fruits a causé pendant des années, le dégât de ce vent de la nuit-là a été plus important que ce que la mouche de fruits a fait pendant des années. Parce qu'au moment où je vous parle, toute la production manguière est par terre, surtout les variétés Ketekent. Il n'y a rien qui est resté dans les manguiers. Complètement compromis. Je te dis, et ce chez moi par terre, vous l'aurez constaté dans toute la production manguière au niveau des maisons et au niveau des vergers. On pensait que nous, on était sauvés un peu par l'après-Covid avec la production manguière, mais à minuit, toute la production est par terre, sans acheteur. Au moment où je vous parle, je dois vous dire que c'est une catastrophe économique pour les planteurs de mangue. C'est une vraie catastrophe économique pour les producteurs de mangue. Ce cas-là, je crois que peut-être que les autorités doivent suivre ça pour voir comment apporter un concours à ces producteurs de mangue qui ont toute leur économie par terre au moment où on parle. Mais sinon, il n'y a pas une autre solution. Un soutien à la filière mangue doit être porté aux agriculteurs. On peut faire un inventaire du nombre de manguiers de pieds que les gens ont et voir comment apporter une aide à ces producteurs. Parce que on attendait beaucoup de la commercialisation de nos mangues et à minuit, à moins de 3 heures de temps, toute la production manguière est par terre. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. Ndeye Khady Diop. 6 jeunes du quartier Médinatoul Diourbel devant le procureur sous peu. Ils ont été arrêtés lors des affrontements entre les populations et les forces de l'ordre. Ils se sont opposés au prélèvement des membres d'une famille infectée. Hausse du nombre de décès liés à la Covid-19, une tendance qui s'explique par l'augmentation du nombre de cas positifs et de cas graves en réanimation. À cela s'ajoute le retard dans le dépistage. Selon le directeur de l'hôpital de Fann, le Sénégal est à 76 décès, 5475 cas déclarés, 1682 encore sous traitement. Et dans ce contexte c'est dans ce contexte que les cours vont reprendre le 25 juin pour les élèves en classe d'examen. La reprise est-elle sécurisée? Les acteurs se sont prononcés dans ce 18h déminage en Casamance après la mort de 3 militaires tués récemment dans l'explosion d'une mine anti-char. Le Centre national anti-mine du Sénégal évalue sur 3 millions de mètres carrés déjà ciblés. Le centre a déminé 1 900 000 mètres carrés. Info Éco a mis fin à cette édition mise en onde par Hassan Thioune à la présentation des Khady Diop. Dans quelques instants, votre chronique sur nutrition avec Dr Bintou Chersek. Ensuite, à 19h, vous aurez votre émission Cauchemar d'entrepreneur avec Mariama Touré. Merci de nous rester fidèles.